Il a été jugé il y a bien longtemps, en 1890 et plus récemment en 2002, que l'époux qui a commis des faits violents de façon grave ou renouvelé les engagements pris au moment du mariage n'est pas fautif si ces faits ont été commis en état de démence, mais il faut évidemment qu'un état de démence soit avéré par un expert psychiatrique. Par contre, il a été en 1964 jugé que si l'époux était en état de démence, mais que les faits graves qui lui sont reprochés ont été commis pendant un moment de lucidité, alors le divorce pour faute pourra être prononcé. En 1976, il a été jugé que l'adultère est une cause de divorce pour faute que s'il présente un caractère intentionnel. Alors bon, ça serait un peu facile si on allait devant le juge et qu'on lui disait « je n'ai pas fait exprès, j'ai glissé ». C'est plutôt l'adultère commis à l'occasion d'un trouble mental par exemple qui ne sera pas une cause de divorce pour faute. En 2013, il a été jugé que l'adultère n'est pas une faute si les époux sont toujours mariés mais séparés depuis une période de 20 ans. Ces deux exemples mettent donc en évidence le fait que l'adultère n'est pas toujours une faute. Mais comme vous l'aurez compris, ce sont des situations particulières que je viens d'énoncer. Par principe, l'adultère est une faute et donc une cause de divorce pour faute. En 1972, il a été jugé que les lois entourant le mariage imposent la fidélité et non les sentiments. Autrement dit, ne pas ou ne plus éprouver de sentiments n'est pas une faute dans le cadre du mariage. Et l'époux qui est toujours amoureux ne pourra pas invoquer l'absence de sentiments de l'autre époux devant le juge afin d'obtenir un divorce pour faute à son bénéfice. En 2002, il a été jugé que dans certaines circonstances, le refus d'une épouse de suivre son mari à l'étranger peut constituer une faute. En 2005, il a été jugé que si une épouse refuse de vivre sous le même toit que son mari qui est obligé de résider sur son lieu de travail et qu'elle décide de s'installer avec leurs enfants à une distance très éloignée de ce lieu de travail, alors elle a commis une faute grave et le mari pourra obtenir un divorce pour faute à son bénéfice. En 1994, il a été jugé que même si la bigamie est légale dans le pays dont l'un des époux est issu, le second mariage pourra tout de même être invoqué par l'autre époux comme une cause de divorce pour faute, puisque la loi française interdit la bigamie. En 1998, il a été jugé que si l'un des deux époux dissimule à l'autre une condamnation pénale dont il a fait l'objet, il commet alors une violation de l'obligation de loyauté à laquelle les époux sont tenus et l'époux berné pourra alors obtenir un divorce pour faute à son bénéfice. En 1992, il a été jugé que le refus d'une épouse de procéder à une fécondation in vitro n'est pas une cause de divorce pour faute. Par contre, en 1996, il a été jugé qu'une épouse négligeant de soigner sa stérilité pendant 6 ans manifeste alors un comportement fautif et injurieux envers son époux, et un divorce pour faute pourra donc être prononcé. En 2007, il a été jugé que la conception d'un enfant à l'insu du mari peut constituer un manquement au devoir de loyauté et permettre donc la prononciation d'un divorce pour faute. Mais dans cette affaire, la situation était particulière puisque les deux enfants précédents étaient tous deux morts en bas âge, d'où la volonté sûrement du mari de ne plus avoir d'enfants. En 2008, il a tout simplement été jugé que la non-consommation du mariage peut être une faute, pouvant donner lieu à un divorce pour faute. Il a déjà été jugé en 2000 qu'un époux qui change de sexe commet une faute dans le cadre du mariage. L'autre époux pourra alors obtenir un divorce pour faute. Il a été jugé en 1996 que si des époux se laissent depuis de nombreuses années une grande liberté, que s'ils adoptent un mode de vie se rapprochant d'une relation libre, s'autorisant l'adultère, alors le départ de l'un des époux ne peut pas être vu comme une faute, mais simplement comme le résultat de ce mode de vie. Le divorce pour faute n'est alors dans cette situation-là pas envisageable. En 1978, il a été jugé qu'un époux ne peut pas empêcher l'autre de pratiquer sa religion, mais il est en droit d'exiger que cela n'ait pas d'incidence grave sur la vie familiale et conjugale. Dans le cas contraire, il pourra alors obtenir un divorce pour faute. Afin d'illustrer ceci, il a été jugé en 1994 qu'un mari membre des Témoins de Jéhovah commet une faute s'il s'interdit de participer aux événements familiaux comme l'anniversaire des enfants ou Noël. De même, en 2006, il a été jugé que si une épouse savait que son mari était de confession juive, alors elle ne pouvait pas lui reprocher d'influencer leur enfant vers cette voie-là. De plus, si elle ne s'est pas opposée en temps voulu à la circoncision de l'enfant, alors il ne peut pas y avoir faute de la part du mari. Seules de graves perturbations sur la vie familiale peuvent justifier un divorce pour faute.